Rome, vers l'an 1600. Dans les couloirs feutrés du Vatican, un groupe de prêtres se presse devant le pape Clément VIII, une coupe fumante à la main. Le liquide est noir, amer, presque menaçant. Ils le nomment l'invention infernale des Turcs, une boisson que les musulmans boivent pour rester éveillés durant leurs prières et qui, selon eux, risque de corrompre les âmes chrétiennes. Ils réclament une chose simple et radicale, son interdiction pure et simple. Ce moment de tension, dans une salle du palais pontifical, va décider du sort d'une plante encore inconnue de la plupart des Européens. Car ce grain torréfié, venu des hauts plateaux d'Afrique de l'Est, porte déjà en lui des siècles d'histoire, de commerce et de foi. Avant d'être un péché supposé, le café fut un secret jalousement gardé. Tout commence en Éthiopie, dans les montagnes du Kaffa, quelque part autour du IXe siècle. La légende raconte l'histoire d'un jeune berger nommé Kaldi. Un soir, il remarque que ses chèvres, après avoir mâché les baies rouges d'un arbuste sauvage, se mettent à danser et à bondir sans repos toute la nuit. Intrigué, Kaldi goûte lui-même ces fruits étranges. L'énergie le saisit aussitôt. Il rapporte sa découverte à un monastère voisin, où les moines, cherchant un moyen de rester éveillés pendant leurs longues prières nocturnes, commencent à préparer une décoction avec ces mêmes baies. Au XVe siècle, la plante traverse la mer Rouge et atteint le Yémen. Dans les cercles soufis de la ville de Mocha, les mystiques boivent le café pour prolonger leur veillée spirituelle. Le port de Mocha donnera bientôt son nom à ce breuvage dans le monde entier. De Mocha, le café se répand comme une traînée de poudre vers la Mecque et le Caire. Mais en 1511, à la Mecque, le gouverneur Kahir Beg s'alarme. Les buveurs de café se rassemblent, discutent, critiquent le pouvoir. Il ordonne la fermeture des maisons de café et la destruction des stocks. L'interdiction ne dure pas. Le sultan du Caire, amateur de café lui-même, annule la décision et fait exécuter le gouverneur trop zélé. Le message est clair, rien n'arrêtera cette boisson. Vers 1555, à Constantinople, s'ouvrent les premiers grands cafés ottomans, surnommés les écoles de la sagesse, où l'on débat, joue aux échecs et écoute des poètes. C'est par les marchands vénitiens, grands commerçants avec l'Empire ottoman, que le café pénètre enfin en Europe chrétienne, autour de 1570. Mais son origine musulmane inquiète immédiatement le clergé. Certains prêtres italiens le surnomment « la boisson amère de Satan », affirmant que le diable, faute d'avoir pu offrir le vin aux musulmans, leur aurait donné le café en compensation. La rumeur enfle. Des prédicateurs multiplient les sermons contre ce liquide noir et étranger. La pression monte jusqu'à atteindre le sommet de l'Église catholique elle-même. C'est ainsi que des religieux se présentent devant Clément VIII, exigeant que Rome condamne officiellement le café comme une boisson diabolique, indigne des bons chrétiens. Mais le pape, curieux plutôt que craintif, demande à goûter lui-même ce breuvage tant redouté avant de trancher. On lui apporte une tasse fumante. Il la porte à ses lèvres. Selon la légende, son visage s'illumine de plaisir. Cette boisson satanique est si délicieuse, dit-il, qu'il serait dommage de la laisser aux seuls infidèles. Nous devrions la baptiser et en faire une véritable boisson chrétienne. D'un mot, Clément VIII transforme le café en boisson légitime, presque sacrée, aux yeux de l'Europe entière. La condamnation attendue se change en bénédiction. Dès lors, plus rien n'entrave sa progression. Venise ouvre son premier café public en 1645, suivi par Londres, Paris, Vienne, où les grandes maisons de café deviennent des foyers de débat, de commerce et d'idées nouvelles. Ce que l'on avait un jour qualifié d'invention du diable devient ainsi, en l'espace de quelques décennies, l'un des piliers de la civilisation occidentale. Des cafés de Venise aux salons parisiens qui verront naître les idées des Lumières, tout part de cette tasse tendue à un pape curieux. Aujourd'hui encore, chaque matin, des milliards de personnes portent à leurs lèvres ce même grain autrefois soupçonné d'être maudit. En 1683, aux portes de Vienne, l'Empire ottoman assiège la capitale des Habsbourg depuis des semaines. Puis, dans la panique de la retraite précipitée face aux armées de secours polonaises, les soldats turcs abandonnent leur campement, et avec lui, des centaines de sacs remplis d'un grain sombre et inconnu des Viennois. Un espion polonais du nom de Franz Georg Kolczycki, qui a vécu plusieurs années à Istanbul, reconnaît immédiatement ces sacs. Alors que les habitants pensent avoir affaire à de la nourriture pour chameaux et s'apprêtent à tout brûler, il les convainc de la valeur inestimable de ce trésor. En récompense de son rôle héroïque durant le siège, Kolczycki obtient l'autorisation d'ouvrir l'un des tout premiers cafés de Vienne, en 1685. Il y adoucit le breuvage amer avec du lait et du miel, une recette qui, dit-on, donnera naissance au fameux café viennois. En quelques décennies,
Vienne compte des dizaines de ces établissements, où l'on sirote un mélange en lisant les journaux fixés sur de longs bâtons de bois. La ville en fera bientôt une véritable institution culturelle, reconnue aujourd'hui par l'UNESCO. À Londres, à la même époque, le café prend un tout autre visage. Pour un penny, n'importe quel homme peut entrer, s'asseoir aux côtés d'un marchand, d'un poète ou d'un scientifique et participer aux discussions les plus animées de la ville. On surnomme ces lieux les « universités à un penny ». En 1688, un certain Edward Lloyd ouvre un café près de la Tamise, fréquenté par les capitaines de navires et les assureurs maritimes. Les paris et les contrats qui s'y négocient donnent naissance à ce qui deviendra l'un des plus puissants marchés d'assurance au monde, la Lloyd's of London. Un peu plus loin, au Jonathan's Coffee House, des courtiers s'échangent des actions sur des tables couvertes de tasses vides. De ces transactions informelles naîtra, en 1801, la Bourse de Londres elle-même. À Paris, en 1686, un Sicilien du nom de Francesco Procopio dei Coltelli ouvre le café Procope, face à la toute nouvelle Comédie Française. Avec ses miroirs, ses lustres et ses tables de marbre, l'endroit tranche radicalement avec les tavernes enfumées de l'époque. Voltaire y viendrait boire, dit-on, jusqu'à 40 tasses de café par jour, mêlées de chocolat. Rousseau, Diderot et bientôt Benjamin Franklin s'y installent, échangeant des idées qui bouleverseront le siècle. C'est dans ce décor, entre deux tasses, que Diderot et d'Alembert esquissent les premiers plans de l'encyclopédie, ce monument du savoir qui rassemblera bientôt les connaissances de toute une époque. Mais tandis que l'Europe s'enivre de café, une question brûlante agite les puissances coloniales. Qui contrôlera la culture de ce grain devenu plus précieux que l'or ? Pendant près d'un siècle, les Arabes gardent jalousement le monopole, interdisant l'exportation de tout plant fertile. Puis, vers 1616, un marchand hollandais parvient à dérober quelques plants vivants au port de Mocha, au Yémen. Transportés jusqu'à Amsterdam, puis vers l'île de Java, ces plants donnent naissance aux premières plantations coloniales néerlandaises. En 1714, le maire d'Amsterdam offre un jeune caféier au roi Louis XIV, en cadeau diplomatique. La plante est installée dans les serres du Jardin du Roi, à Paris, sous haute surveillance, tel un trésor national. 9 ans plus tard, un jeune officier de marine, Gabriel de Clieux, en poste aux Antilles, rêve de planter du café sur l'île de la Martinique. Le gouverneur du Jardin du Roi refuse d'abord de lui céder un seul plant. De Clieux parvient malgré tout à s'emparer d'un jeune plant, glissé dans une caisse de verre pour le protéger du sel marin, et embarque en secret pour l'Atlantique. La traversée pour vit au cauchemar. Une tempête manque de briser le navire. Des pirates tunisiens donnent la chasse au bateau, puis un passager jaloux tente de saccager la précieuse plante en pleine nuit. Enfin, l'eau potable vient à manquer cruellement à bord. Pendant des semaines, Gabriel de Clieux partage sa maigre ration d'eau douce avec le petit arbuste, quitte à se rationner lui-même presque jusqu'à la soif extrême. Le plan, lui, survit. En 1723, le navire accoste enfin en Martinique. De Clieux plante son unique caféier survivant, entouré d'une haie d'épines pour le protéger des voleurs et des esclaves affamés de sa récolte future. De cet unique arbuste naîtront, en moins de 50 ans, près de 18 millions de caféiers, plantés dans toute la Martinique puis exportés vers la Guyane, Haïti et l'ensemble des Antilles françaises. Le Brésil, lui, obtient ses premiers plants grâce à une toute autre ruse. En 1727, l'officier Francisco de Melo Paleta séduit la femme du gouverneur de Guyane française, qui lui offre en cadeau d'adieu un bouquet, truffé de graines de café fertiles. De cette poignée de graines naîtra, un siècle plus tard, la plus vaste industrie caféière du monde. Aujourd'hui encore, le Brésil produit à lui seul près d'un tiers du café mondial. Mais cette expansion fulgurante a un prix terrible. Des centaines de milliers d'esclaves africains sont déportés vers les plantations du Brésil et des Caraïbes pour cultiver, récolter et sécher ce grain que l'Europe réclame avec une avidité croissante. En l'espace d'un siècle, le café cesse d'être une simple curiosité orientale pour devenir un pilier de l'économie mondiale, au même titre que le sucre ou le coton, redessinant les routes commerciales et les fortunes de continents entiers. Et dans les cafés eux-mêmes, l'histoire continue de s'écrire. À Boston, c'est autour d'une tasse, au Green Dragon Coffee House, que se préparent en secret les prémices de la Révolution américaine. De Vienne à Boston, de Java au Brésil, ce grain autrefois jugé diabolique tisse désormais sa toile sur 5 continents, porté par des marins, des espions, des marchands et des révolutionnaires. Mais cette expansion irrésistible ne se fait pas sans heurts. Bientôt, des rois tenteront d'interdire le café,
Des scientifiques se déchireront sur ses effets, et une bataille commerciale sans précédent éclatera pour le contrôle de ce grain devenu une arme géopolitique. À Istanbul, en 1633, le sultan Murad IV va plus loin que tous ses prédécesseurs. Il fait du café un crime capital. Ceux qu'on surprend à en boire risquent la bastonnade pour une première faute, et pour la seconde, on les coud vivants dans un sac de cuir avant de les jeter dans les eaux noires du Bosphore. Murad IV parcourt lui-même les rues d'Istanbul déguisé en simple soldat, l'épée à la ceinture, pour surprendre les buveurs clandestins. Des centaines de maisons de café sont rasées, leurs braseros éteints de force, leur fumée épicée effacée du paysage urbain pendant des années. Mais le café survit à la terreur. À la mort du sultan en 1640, les cafés rouvrent dans l'ombre, puis en plein jour, et l'Empire ottoman choisit finalement de taxer plutôt que d'interdire ce commerce devenu trop lucratif pour être détruit. En Angleterre, 40 ans plus tard, c'est le pouvoir royal lui-même qui s'inquiète. Le 29 décembre 1675, le roi Charles II signe une proclamation ordonnant la fermeture de tous les cafés de Londres, accusés d'être des nids de complots et de rumeurs séditieuses contre la couronne. La colère est immédiate. Marchands, écrivains et hommes d'affaires, privés de leur lieu de rendez-vous favori, protestent avec une telle force que le roi doit reculer. 11 jours après sa signature, la proclamation est retirée, jamais appliquée. Un an plus tôt, un pamphlet anonyme circulait déjà dans les rues de Londres, la pétition des femmes contre le café, qui accuse le breuvage turc de rendre les hommes anglais aussi stériles que les déserts d'où il vient, et de les détourner du lit conjugal pour la conversation des tavernes. En Suède, la guerre contre le café dure plus d'un siècle. Entre 1756 et 1817, le roi Gustave III et ses prédécesseurs interdisent la boisson à 5 reprises, taxent lourdement les tasses et les soucoupes, et envoient leurs agents confisqués jusqu'au grain dans les cuisines privées. Pour prouver sa nocivité, Gustave III ordonne une expérience macabre sur 2 frères jumeaux condamnés à mort. L'un devra boire du café chaque jour jusqu'à sa faim, l'autre du thé. 2 médecins royaux sont chargés de surveiller l'expérience, mais ce sont eux qui meurent les premiers. Les jumeaux, eux, vivront tous deux jusqu'à un âge avancé. En Prusse, en 1777, Frédéric le Grand signe un édit interdisant la torréfaction privée du café, jugé trop coûteux à importer. Il encourage ses sujets à revenir à la soupe de bière du petit déjeuner traditionnel et charge une police spéciale, les tristement célèbres renifleurs de café, de traquer l'odeur suspecte des grains grillés en cachette dans les cheminées. Dans le même temps, la communauté médicale européenne se déchire. Certains praticiens prescrivent le café contre la migraine, la goutte ou la mélancolie. D'autres jurent qu'il assèche le sang, provoque la stérilité et conduit tout droit à la folie. Le débat scientifique dure près de 2 siècles sans jamais vraiment se clore. En 1734, le compositeur Jean-Sébastien Bach met même cette querelle en musique. Sa cantate du café raconte l'histoire d'une jeune femme prête à refuser tous les prétendants plutôt que de renoncer à sa tasse quotidienne, reflet comique d'une dépendance déjà bien réelle dans les foyers allemands. Certains esprits, eux, ne connaissent aucune limite. L'écrivain Voltaire aurait avalé jusqu'à 40 tasses de café par jour, souvent mélangées à du chocolat, une habitude à laquelle certains de ses contemporains attribuent la vivacité redoutable de sa plume jusqu'à l'âge de 83 ans. Un siècle plus tard, l'écrivain français Honoré de Balzac pousse l'expérience encore plus loin. 50 tasses par jour lors de ses nuits d'écriture les plus intenses. Un rythme effréné qui, selon plusieurs biographes, contribuera à ruiner sa santé et précipiter sa mort à 51 ans. Pendant que les hommes de lettres s'enivrent de caféine, les scientifiques cherchent à en percer les origines botaniques. En 1753, le naturaliste suédois Carl von Linné classe officiellement la plante sous le nom de Coffea arabica, ouvrant une véritable course impériale à la possession du précieux arbuste. Car depuis le début du XVIIIe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales détient un quasi-monopole sur le commerce mondial du café grâce à ses plantations de Java. Elle interdit farouchement l'exportation de tout plant vivant hors de ses terres, sous peine des pires sanctions. Pourtant, en 1714, le bourgmestre d'Amsterdam commet une entorse historique. Il offre un jeune plant de café au roi Louis XIV, qui le fait installer sous serre dans le jardin royal des plantes à Paris. Ce seul arbuste va, sans le savoir, changer la carte du monde. En 1723, un officier de marine nommé Gabriel de Clieux embarque une bouture de cet arbre vers l'île de la Martinique. La traversée est un cauchemar, tempête, attaque de pirates barbaresques, puis une pénurie d'eau si sévère que de Clieux partage sa propre ration quotidienne avec la fragile pousse pour la garder en vie.
le plan survie. De cette unique bouture descendront, en quelques décennies, des millions de caféiers plantés à travers les Caraïbes et l'Amérique latine, la totalité, ou presque, du café qui poussera bientôt sur ce continent. Sur l'île de Saint-Domingue, l'actuelle Haïti, les colons français développent des plantations à un rythme effréné, entièrement fondées sur le travail forcé de dizaines de milliers d'Africains réduits en esclavage, arrachés à leurs terres pour satisfaire la soif grandissante de l'Europe. En 1788, cette seule colonie produit à elle seule près de la moitié du café consommé sur la planète. Une richesse colossale s'accumule dans les ports de Bordeaux et de Nantes, payée au prix d'une des pires tragédies humaines de l'histoire coloniale. Au même moment, à des milliers de kilomètres, le Brésil ne possède encore aucun caféier. C'est un officier portugais, Francisco de Melo Paleta, envoyé en 1727 en Guyane française sous prétexte de régler un différend frontalier, qui va changer cette destinée. Paleta séduit discrètement l'épouse du gouverneur français. À son départ, celle-ci lui offre en cadeau d'adieu un bouquet de fleurs, à l'intérieur duquel sont dissimulées des graines de café, arrachées en toute illégalité au monopole colonial. De cet acte d'espionnage sentimental naîtra, un siècle plus tard, le plus grand producteur de café au monde. Pendant ce temps, à Boston, les tensions avec la couronne britannique atteignent leur point de rupture. Le 16 décembre 1773, des colons déguisés jettent à la mer 342 caisses de thé taxées dans le port, et du jour au lendemain, boire du café cesse d'être une habitude pour devenir un acte patriotique. Le futur président. John Adams écrit alors à son épouse Abigail qu'il devra désormais s'habituer au café, puisque le thé est devenu, selon ses mots, impropre et pernicieux pour tout Américain fidèle à la cause de l'indépendance. De Londres à Paris, d'Amsterdam à Lisbonne, les empires européens comprennent alors une vérité nouvelle. Le café n'est plus une simple boisson exotique, c'est une ressource stratégique, aussi précieuse que le sucre ou les épices, pour laquelle on espionne, on corrompt et on complote sans relâche. Les jardins botaniques royaux se transforment en véritables coffres-forts végétaux, gardés jour et nuit contre les espions rivaux. Le grain, autrefois maudit par Rome, est devenu un enjeu de pouvoir mondial, et la bataille pour son contrôle, elle, ne fait que commencer. Tout commence par un vol. Vers 1616, des marchands hollandais réussissent l'impossible, faire sortir clandestinement un plant de caféier vivant du port de Mocha, au Yémen, où les Arabes gardaient jalousement le monopole du grain torréfié depuis des siècles. Le secret le mieux protégé du monde vient de s'échapper. Le précieux plant traverse les mers jusqu'à Amsterdam, où il grandit sous les serres du jardin botanique royal. En 1714, le bourgmestre de la ville en offre un rejeton au roi Louis XIV, comme un joyau vivant. Le monarque le fait planter dans les serres chauffées du jardin du roi, à Paris, sous surveillance constante. En 1723, un jeune officier de marine, Gabriel de Clieux, obtient une bouture de ce plant royal et embarque pour la Martinique. La traversée est un cauchemar, tempête, attaque de pirates, eau douce rationnée. La légende raconte qu'il partage sa propre eau, goutte après goutte, avec le fragile arbuste pour le maintenir en vie. Le plant survit. Planté dans la terre volcanique des Antilles, il prospère de façon spectaculaire. En moins de 50 ans, ses descendants se comptent par millions à travers les Caraïbes, près de 18 millions de caféiers rien qu'à la Martinique et à Saint-Domingue. Une seule pousse a fait naître tout un continent de café. Au même moment, le Portugal veut sa part du trésor. En 1727, l'officier brésilien Francisco de Melo Paleta est envoyé en Guyane française, officiellement pour régler un différend frontalier. En réalité, sa mission secrète est de rapporter des graines interdites à l'exportation, séduisant, dit-on, l'épouse du gouverneur français pour les obtenir. Ces quelques graines volées donnent naissance à l'empire caféier du Brésil. Mais ce triomphe a un prix effroyable. À Saint-Domingue, colonie française sur l'île d'Haïti, des dizaines de milliers d'esclaves africains sont forcés de cultiver le grain sous un soleil implacable. En 1788, cette seule colonie produit à elle seule plus de la moitié du café mondial. En 1791, l'impensable se produit. À Saint-Domingue, les esclaves qui cultivaient le café et le sucre se soulèvent dans la nuit du 22 août, incendiant les plantations les unes après les autres. Sous la conduite de Toussaint Louverture, cette révolte devient la révolution haïtienne. En quelques années, la première puissance caféière du monde s'effondre et les cours du café s'envolent sur les marchés européens. Ce vide, le Brésil s'empresse de le combler. Ces terres rouges de l'état de Rio de Janeiro se couvrent de caféiers à perte de vue. En 1820, le pays fournit déjà un tiers du café mondial. En 1850,
près de la moitié. Ce grain, jadis volé en Guyane, devient le moteur de l'économie brésilienne pour tout un siècle. Pendant ce temps, à Paris, un autre pouvoir du café se dessine, celui des idées. Depuis 1686, le café Procope accueille sous ses lustres Voltaire, qui y consomme, dit-on, jusqu'à 40 tasses par jour. Diderot et d'Alembert y esquissent les pages de l'encyclopédie entre deux gorgées noires et amères. À Londres, en 1688, un certain Edward Lloyd ouvre une simple maison de café près de la Tamise. Les marchands et les capitaines de navires s'y retrouvent pour parler de fret et de naufrage. De ces conversations autour d'un comptoir naît Lloyd's, aujourd'hui le plus grand marché d'assurance maritime du monde. À Vienne, la légende raconte qu'après le siège ottoman de 1683, un espion nommé Georg Franz Kolfitzky récupère des sacs de café abandonnés par l'armée turque en déroute. Il ouvre l'un des premiers cafés de la ville, inventant, dit-on, l'usage d'y ajouter du lait et du miel. Le grain continue sa marche. Les Hollandais l'implantent à Java, les Français en Indochine. En moins de 2 siècles, une simple chèvre éthiopienne trop excitée a donné naissance à un empire mondial, plantant le café au cœur du commerce, de la finance et des révolutions. Clément VIII porte enfin la coupe à ses lèvres. Le silence se fait dans la salle. Les prêtres retiennent leur souffle, certains espérant une condamnation, une excommunication du grain venu d'Orient. Le pape boit une gorgée, puis une autre. Son visage, tendu un instant plus tôt, se détend. « Cette boisson est si délicieuse, murmure-t-il, qu'il serait dommage d'en laisser le monopole aux infidèles. » D'un geste, il fait ce que personne n'attendait. Il baptise le café. En 1600, d'un simple mot, le breuvage soupçonné d'être une invention du diable devient une boisson chrétienne, digne des tables d'Europe. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre depuis Rome jusqu'à Venise, Paris, Amsterdam. Les édits d'interdiction tombent un à un. Les cafés, autrefois clandestins, ouvrent grand leurs portes en plein jour. Ce que l'Église avait failli maudire, elle vient, sans le vouloir, de le consacrer. Dans les décennies qui suivent, ces salles enfumées deviennent bien plus que des lieux de dégustation. Au café Procope, à Paris, Voltaire, Diderot et plus tard Robespierre y refont le monde autour d'une tasse noire. Les idées des Lumières et les premiers murmures de la Révolution française naissent aussi entre ces tables de bois. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de tasses de café sont bues chaque jour sur la planète. Un commerce pesant des centaines de milliards d'euros, cultivé dans plus de 70 pays, du Brésil à l'Éthiopie, son berceau originel. Ce que Kaldi le berger avait découvert par hasard dans les montagnes du Kaffa est devenu le second liquide le plus consommé au monde après l'eau. Du monastère éthiopien au couloir du Vatican, du port de Moka au comptoir de Lloyd's, une chèvre trop nerveuse et un grain noir amer ont changé le cours du commerce, de la pensée et des révolutions. Le diable, dit-on, voulait garder le café pour lui. Il n'a réussi qu'à offrir au monde entier sa boisson préférée.